Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode solo consacré au congrès de la Société francophone pour l'étude du comportement animal, la SFECA, congrès auquel j'ai eu la chance d'assister le mois dernier. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais m'écarter un peu des sujets habituels, mais Laure et moi, on s'est dit que ce serait chouette de vous donner une occasion de découvrir ce petit monde de chercheurs et chercheuses, toutes et tous passionnés et passionnants, même si c'était pour parler un petit peu de singes, d'oiseaux ou de chèvres. Donc pour revenir rapidement sur la SFECA, c'est une association créée en 1968 qui promeut l'éthologie. Elle organise tous les ans un congrès qui permet de présenter certaines des avancées récentes dans l'étude du comportement animal. Elle labellise également des comportementalistes et laisse donc aussi une place à l'éthologie plus appliquée. Le congrès s'est ouvert cette année sur une magnifique présentation d'Erika Van de Waal qui présentait ses travaux sur les singes vervets. La conférence consistait à présenter les possibilités de transmission de la culture entre les différents individus. En effet, la transmission du savoir au sein d'une espèce, c'est un enjeu très important de survie dans la nature dont il existe plusieurs formes. La chercheuse souhaitait répondre à une question. Est-ce que la culture se transmet uniquement de manière verticale, c'est-à-dire du parent vers sa progéniture, ou est-ce que tous les individus apprennent les uns des autres ? Ce qui est mis en évidence, c'est qu'il y a plusieurs phases à la transmission de la culture. La première, c'est celle que l'on connaît bien, c'est la mère qui apprend à son petit. C'est un mode d'apprentissage qui est privilégié dans le jeune âge. C'est là que le jeune va apprendre la majorité de son répertoire comportemental. Donc quoi manger, quoi trouver à manger, comment trouver à manger, comment interagir avec les autres individus et avec son environnement. Bref, le plus gros du développement comportemental semble se faire à ce moment-là via la mère. Chez le vervet, il a été démontré que le jeune singe se comporte préférentiellement comme sa mère, même au milieu de plein d'autres individus. Pour l'étudier, on apprend à une mère vervet à consommer un aliment de couleur bleue et à rejeter un aliment de couleur rouge. On place ensuite cette mère et son petit dans un groupe habitué à consommer un aliment de couleur rouge et à rejeter un aliment de couleur bleue, donc l'inverse. Le jeune vervet, même lorsqu'il observe entre guillemets les traditions culinaires du groupe, il continue à préférer consommer le même aliment que sa mère. Mais il y a deux autres phases d'apprentissage qui sont mises en évidence aussi chez le vervet. La deuxième phase d'apprentissage se passe lorsque le jeune vervet grandit un peu et devient un jeune adulte ou ce qu'on appelle un subadulte vers 3 ans, lorsqu'il se désintéresse en fait de sa mère. Il va alors apprendre du reste de son groupe des comportements plus spécifiques, comme la résolution de problèmes, par exemple l'ouverture d'une cacahuète. La chercheuse a observé que les jeunes singes choisissent la technique la plus efficace en observant les autres. À l'âge adulte, les singes vont plutôt s'inspirer de la technique d'animaux de plus haut rang hiérarchique. Lorsque les jeunes vervets innovent et inventent une nouvelle technique, elle est reprise par les jeunes uniquement et pas par les adultes. Donc il y a vraiment une influence des membres du groupe sur les apprentissages et de certains membres du groupe préférentiellement. Enfin, la dernière phase de transmission culturelle a lieu lorsque les vervets, qui sont devenus adultes, changent de groupe. La question est double. On cherche à savoir si un nouvel arrivant va se conformer au groupe ou garder ses anciennes habitudes, et si le nouvel arrivant peut aussi, lui, apporter ses connaissances. Et c'est un oui aux deux questions. Un vervet habitué à consommer un aliment bleu qui arrive dans un groupe consommant un aliment rouge va rapidement se mettre au diapason de ses nouveaux congénères. Mais il peut aussi transmettre sa technique d'ouverture de cacahuètes, par exemple, aux autres singes. Le vervet, ça a été la première espèce non humaine chez qui cette notion de conformité d'un nouvel arrivant dans un groupe a été mise en évidence. Depuis, ça a aussi été constaté chez la mésange et chez le chimpanzé. Bon, j'espère que j'arrive à rendre justice à cette conférence. C'était absolument captivant et c'est pas facile à résumer en quelques minutes. Mais c'était vraiment une très très grande conférence, d'une très grande qualité. Donc en tout cas, je vous encourage à aller lire les travaux d'Erika Van de Waal et de son équipe. C'est vraiment très impressionnant et elle nous a fait une présentation remarquable. Parmi les autres conférences marquantes ce jour-là, il y en a eu plein. Je vais aussi faire un petit teasing sur celle d'Anna Flamand, sur l'apport des contacts sociaux sur le bien-être des chevaux vivant en boxe. Mais je ne vais pas en dire plus parce qu'on aura l'occasion de vous en parler dans un autre épisode et peut-être avec la principale intéressée.
Une autre conférence d'Anaël Sureau présentait les capacités d'apprentissage social des éléphants d'Asie dans un cadre de vie en captivité. L'étude a consisté à faire chercher de la nourriture aux éléphants dans une boîte puzzle pouvant être ouverte par 3 moyens. Alors la chercheuse a précisé que la boîte était éléphant-proof, ce qui, vous l'imaginerez, n'est pas facile. Les éléphants pouvaient donc soit tirer une corde, soit pousser une tige, soit ouvrir une trappe avec leur trompe pour obtenir de la nourriture. Certains éléphants avaient l'occasion d'observer un autre éléphant en train de résoudre le problème et d'autres non. Il était constaté que les éléphants approchaient plus rapidement de la boîte après avoir observé un autre éléphant la manipuler et qu'ils avaient plus de succès dans la résolution du problème. La démonstration avait donc bien un effet. Cette conférence montre l'importance des relations sociales dans cette espèce, alors même que dans l'étude, il s'agissait d'individus non apparentés. Par contre, il n'a pas été mis en évidence que les éléphants choisissaient la même stratégie que l'éléphant qu'ils avaient observé. Donc ça n'a pas été démontré. La chercheuse a émis l'hypothèse que peut-être c'était un peu plus compliqué quand les individus n'étaient pas apparentés entre eux. En vrac, lors de ce premier jour, on a aussi eu l'occasion d'entendre des réflexions très intéressantes sur l'éthique. Donc, soit l'éthique dans la recherche, soit dans notre relation avec les animaux de compagnie, soit sur l'efficacité des eaux sur la conservation et sur les problématiques qui y sont rencontrées. Et aussi, on a eu des réflexions sur la capacité des animaux à s'adapter à différents milieux, comme par exemple une conférence sur des singes au Maroc qui sont malheureusement dans des milieux de plus en plus anthropisés, avec de plus en plus de cultures, et donc sur leur capacité d'adaptation. Et on a aussi eu quelques réflexions sur les différents mécanismes évolutifs, avec notamment des discussions sur les avantages évolutifs, par exemple pour les oiseaux, d'élever leurs jeunes à 1 ou 2 par an. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, j'aurais peur de ne pas rendre justice à ces conférences, mais j'avais envie de vous donner un petit aperçu de l'étendue du savoir qui a pu être transmis ce premier jour. Le deuxième jour s'est aussi ouvert de manière passionnante avec une conférence d'Elodie Briefer sur l'expression des émotions au sein des différentes espèces. La conférence s'est intéressée aux vocalisations, donc aux sons émis par les animaux. On peut avoir des vocalisations qui sont émises par la vibration des cordes vocales, mais aussi des vocalisations qui sont non émises par les cordes vocales, comme par exemple le ronronnement chez le chat. Elle a consisté, cette conférence, à mettre en évidence des similitudes et des différences sur le mode d'expression d'une émotion entre différentes espèces, en comparant systématiquement l'espèce sauvage et l'espèce domestique. Donc par exemple, en comparant notamment le cochon et le sanglier. Alors, je vais essayer de vous communiquer un peu de cette conférence, mais je vous encourage là encore à aller lire les travaux d'Elodie Briefer. Pendant 40 minutes, la chercheuse nous a présenté et fait entendre des sons d'espèces différentes correspondant à des intensités et des valences émotionnelles variables. La conclusion de la conférence, c'est que l'équipe de recherche a réussi à entraîner à la fin un algorithme à reconnaître la valence positive ou négative d'une émotion dans de nombreuses espèces. L'algorithme réussissait cette tâche à 90%, dans 90% des cas, toutes espèces confondues. Donc ça veut dire que la valence positive ou négative d'une émotion, ça se traduit pour un algorithme en tout cas de manière assez uniforme d'une espèce à l'autre. C'est quelque chose que l'évolution a conservé d'une espèce de mammifère à l'autre. De la même manière, si on confie la même tâche à des humains, alors ils sont moins forts qu'un algorithme, mais ils arrivent plutôt bien à associer certaines vocalisations à la valence de l'émotion. Il y a des différences d'une espèce à l'autre. Plus l'espèce est proche de l'humain, plus l'humain est compétent pour interpréter l'émotion sous-jacente à la vocalisation. Donc l'empathie et la connaissance des animaux participent à leur meilleure compréhension. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça a un vrai intérêt de continuer à étudier des espèces, y compris des espèces proches de nous, parce que plus on les étudie, plus on les comprend. La conférence suivante, elle était donnée par Christelle José Alves et elle m'a aussi particulièrement marquée. Elle portait sur les seiches et a permis de démontrer que les seiches, donc ces petits mollusques, sont capables de se remémorer de ce qu'elles ont mangé le matin et d'anticiper ce qu'elles mangeront le soir. Donc le protocole est un peu complexe, mais pour résumer, lorsqu'on donne à la seiche la possibilité de prévoir ce qu'elle va manger, elle adapte son comportement alimentaire du moment. Elle est aussi capable de savoir depuis combien de temps elle a mangé et d'adapter son comportement en conséquence. Donc c'est quand même pas mal pour un petit mollusque, c'est vraiment très impressionnant. Et ce qui était très impressionnant aussi, c'était la qualité des protocoles qui avaient été mis en place. Et vraiment, je vous encourage à aller lire ces travaux parce que je serais difficilement capable d'en retranscrire ici la brillance et la qualité. L'après-midi de ce deuxième jour a aussi été tout particulièrement intéressant, notamment pour moi, puisqu'il était consacré à l'éthologie plus appliquée.
Je retiens tout particulièrement l'intervention remarquable de Simon Potier, qui est chercheur indépendant et qui est aussi fauconnier, et donc qui travaille sur ses propres oiseaux. Et il a mis au point un protocole passionnant, permettant de savoir si nos lumières habituelles pouvaient déranger les oiseaux qui vivent en captivité en intérieur. Et la réponse est oui. Les oiseaux, avec la fréquence qu'ils sont capables de percevoir avec leurs yeux, ils perçoivent en fait un clignotement permanent. Donc pour reprendre l'expression utilisée par Simon Potier, c'est comme s'ils étaient sous des stroboscopes en permanence. Donc c'est important, quand on conserve des oiseaux en captivité, d'adapter les ampoules à leur vision particulièrement fine. Bon, je vais aussi faire un petit clin d'œil à une personne qu'on a déjà reçue ici, mais cet après-midi-là, on a aussi eu Margot Fortin, donc, qui est docteur en éthologie et comportementaliste canin, qui est intervenue donc dans le podcast et qui a présenté ici l'utilisation des soins coopératifs comme un outil de contrôle de l'environnement par le chien. Donc sa conférence était évidemment absolument passionnante, mais je vous renvoie à l'interview qu'elle nous a accordée il y a quelques épisodes et dont on vous remettra le lien en même temps. La fin du 2e jour, elle a été aussi marquée par la remise du prix Parole Animale qui a été remis à Sébastien Moreau pour sa chaîne YouTube Cervelle d'Oiseau. Et je vous encourage vivement à aller jeter un œil et à vous pencher sur son formidable travail de vulgarisation scientifique. Donc je ne sais pas si Sébastien nous écoute, mais je serais absolument ravie de le recevoir ici un jour. C'est vraiment quelqu'un de captivant, d'extrêmement talentueux dans ce qu'il fait. Donc vraiment, je vous encourage à jeter un petit coup d'œil à son travail à l'occasion. Le 3e jour, on a assisté à la remise du prix Jeune chercheuse. Alors malheureusement, il a été remis à 2 chercheuses, mais seulement une des 2 a pu être présente. Et c'était Violette Chiara qui nous a donné une très très belle présentation. Elle nous a présenté plusieurs de ses travaux sur le comportement social des araignées. Alors j'aurais jamais pensé parler un jour d'araignées dans Vétologie, mais il y a un début à tout. Et Violette nous a exposé son travail consistant à observer le comportement individuel des araignées et à le confronter à des modélisations par ordinateur pour comprendre l'origine des comportements collectifs. Alors, je ne détaille pas ici sa présentation parce que j'aurais à nouveau peur de ne pas lui rendre justice, mais vraiment, je vous incite à aller voir ses travaux. C'est un travail d'une très grande qualité et même s'il s'agit d'araignées, c'est passionnant. Et l'idée d'aller voir le comportement individuel pour se pencher sur le comportement collectif, c'est vraiment aussi quelque chose de très très intéressant et qui apporte en fait beaucoup de choses. Et si par hasard des chercheurs nous écoutaient, Violette nous a également présenté son logiciel de tracking, donc un tracking d'animaux bien sûr, qui fonctionne plutôt sur des petits animaux, mais qui est en développement pour des plus grosses espèces. C'est un logiciel qui est gratuit et open source, qu'elle a passé beaucoup de temps à développer, et qui s'appelle Animalta, donc animal comme un animal, et tout attaché TA en majuscule. Bon, cet épisode est déjà bien long, mais je pourrais encore citer plein d'autres conférences. Je peux au final que vous inviter à venir à ce magnifique congrès qui aura lieu à Toulouse l'année prochaine. Et je voudrais dire un grand merci à la SFECA pour cette organisation et ces présentations d'une très grande qualité. Ce que j'en retiens, c'est la diversité du paysage en éthologie et la qualité de tous ces chercheurs dans leurs observations et la mise au point de leurs protocoles, tous plus fascinants les uns que les autres et toutes espèces confondues. Donc même des espèces dont on ne s'attendrait pas à les trouver intéressantes finalement parce qu'on a peut-être moins d'empathie. Je reprends l'exemple des araignées, mais il y en a eu d'autres. On a aussi eu des conférences sur certaines espèces de mouches, sur certaines fourmis, et tout était passionnant. Donc vraiment, je vous incite à vous rendre au congrès de la SFECA l'année prochaine en masse. Et je remercie bien sûr la SFECA pour nous avoir autorisé à diffuser cet épisode sans en connaître le contenu. Donc ils ne savent pas encore tout le bien que je vais dire d'eux. Et pour les comportementalistes qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous renseigner sur le label SFECA et à candidater pour l'obtenir. Donc n'hésitez pas à aller regarder tous les travaux cités ici, dont bien sûr je vous mettrai les liens dans la description de l'épisode. Et si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à venir l'année prochaine pour l'édition 2024 du congrès. À très bientôt dans Vétologie.